Ils n'ont pas fait de grande annonce. Aucun ruban coupé, aucune conférence de presse. Juste un à un, les géants de l'économie américaine ont commencé à disparaître des villes où ils avaient toujours été ancrés pour réapparaître de l'autre côté de la frontière. Pas officiellement partis, pas légalement fermés. Mais dans les faits, là où ça compte vraiment, les emplois, les données, la production, la logistique, tout est doucement en train de basculer vers le Canada. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que ces PDG savent que l'Américain moyen ignore? Et surtout, qui sera le prochain à faire ses valises? On ne parle pas ici d'une simple réorganisation interne. C'est une migration discrète, sans tambour ni trompette. Et les entreprises concernées ne sont pas de petites startups. Si ces 10 mastodontes de l'industrie prennent le nord, c'est peut-être que quelque chose de beaucoup plus grand se prépare. Numéro 10, Salesforce. Plus d'invitations aux conférences. Les formations sur site, passées en ligne. Et le plus étrange dans tout ça, les ingénieurs, eux, n'ont reçu aucune explication. Juste un silence total. Pendant ce temps, les offres d'emploi tech s'évaporaient à San Francisco, alors que LinkedIn s'illuminait de postes chez Salesforce, mais à Québec. Alors, qu'est-ce qui se trame vraiment? En coulisses, Salesforce a discrètement pris possession de l'ancien centre de recherche de Bombardier à Montréal. Et très vite, certaines équipes clés ont été redirigées. Opérations de données, développement stratégique, formation en intelligence artificielle, tout expédié au nord. On peut toujours parler de réduction de coûts, mais il semble qu'un nouveau centre de gravité technologique soit en train de naître au Canada. Montréal offre désormais des infrastructures bien moins coûteuses, des avantages fiscaux attractifs et une main-d'œuvre jeune, multilingue, prête à faire exploser les projets numériques en un temps record. Et Salesforce, lui, n'a pas attendu. Alors est-ce que c'est le début d'un exode de la Silicon Valley? Si les géants de la tech misent sur le Nord pour bâtir leur avenir, que va-t-il advenir des développeurs, ingénieurs et équipes de support laissés derrière? Numéro 9, Pfizer. Des pharmacies à court de stock. Des délais de renouvellement qui doublent, sans explication claire. Des patients âgés qui doivent rationner leurs médicaments, ou carrément sauter des doses. Non, ce n'est pas un reportage dans un pays en crise. C'est ce qui se passe ici même, dans le cœur des États-Unis. Et la majorité des gens ne savent même pas pourquoi. En 2025, Pfizer a considérablement élargi un immense centre de recherche et de développement clinique à Mississauga, en Ontario. Un lieu que l'on commence maintenant à appeler, en toute discrétion, la nouvelle capitale pharmaceutique de l'Amérique du Nord. Ce déplacement a entraîné une redéfinition complète de la logistique interne, des priorités de développement et même de la chaîne d'approvisionnement, au détriment des marchés américains. Mais comment expliquer à un retraité diabétique de l'Illinois que ses médicaments sont en retard? Parce que le Canada a été servi en premier. Pfizer présente cela comme une stratégie d'innovation. Mais quand l'innovation se fait au prix de la stabilité, que reste-t-il aux patients? Quand la médecine traverse les frontières, ce sont la santé, la confiance et le sentiment de sécurité qui partent avec elle. Numéro 8, Heinz. Des rayons vides, encore et encore, toujours au même endroit. Des pancartes rupture temporaire là où votre ketchup préféré trônait autrefois. Et pour la première fois depuis des décennies, certains Américains se tournent vers les marques distributeurs, non pas par choix, mais par nécessité. Que s'est-il passé avec Heinz? Début 2024, Kraft Heinz a mis en route une nouvelle usine ultramoderne à Montréal. Pas de campagne marketing, pas de grand lancement public. Mais les effets? Instantanés. Ce n'était pas juste une nouvelle ligne de production. C'était une reconfiguration complète de la chaîne d'approvisionnement. Et soudain, des États comme l'Ohio, l'Iowa ou le Nebraska ont signalé des pénuries récurrentes. Alors pourquoi une marque aussi emblématique décide-t-elle de transférer sa production principale au Nord? Parce qu'au Canada, on trouve une main-d'œuvre moins coûteuse, des crédits d'impôt généreux et des droits de douane à l'export bien plus avantageux grâce aux accords internationaux. Sur le papier, pour les dirigeants, c'est une décision brillante. Mais pour les familles qui associent Heinz à des souvenirs, à des traditions, c'est un coup dur. C'est quoi un 4 juillet sans ketchup Heinz? Un repas du soir sans les haricots de grand-maman? Quand ces produits de confort disparaissent, on se demande ce qui va suivre. Pour beaucoup d'Américains, Heinz représente plus qu'un simple logo. C'est un symbole de continuité dans un monde en mouvement. Et quand ce genre de produit se fait rare dans les rayons, semaine après semaine, ce n'est plus une coïncidence. C'est un message. Un message qui dit que les marques auxquelles vous faisiez confiance sont peut-être déjà parties. Et le vrai problème, c'est que si Heinz peut faire ça sans bruit, qui d'autre va suivre? Combien de marques populaires vont franchir la frontière en douce, au nom de l'efficacité, en laissant derrière elles des étagères vides et des souvenirs lointains? Parce qu'une fois que la nourriture sur votre table commence à venir d'ailleurs,
le pays dans lequel vous pensiez vivre commence à vous sembler étranger. Et ce n'est pas seulement le ketchup qui s'évanouit, c'est un mode de vie tout entier qui s'effrite doucement. Numéro 7. Chevron. Les stations-service ferment plus tôt. Les camions-citernes arrivent en retard, voire pas du tout. Et dans tout le Midwest, les agriculteurs commencent à rationner leur gazole. Pas parce que le prix a explosé, mais parce qu'il n'y en a tout simplement plus assez pour tout le monde. Et pourtant, la demande, elle, n'a pas chuté. Alors, où passe tout ce carburant ? En 2025, Chevron a discrètement lancé un projet colossal, une raffinerie verte de nouvelle génération, située en Saskatchewan, au Canada. Un investissement stratégique, alimenté par des subventions canadiennes généreuses et tourné vers les technologies propres. Sur le papier, l'idée semble brillante, même audacieuse. Mais en pratique, cette décision détourne les ressources des circuits traditionnels, notamment ceux des zones rurales américaines. Résultat, des États comme le Kansas, le Nebraska ou encore les Dakota commencent déjà à subir des pénuries régulières. Et chez les agriculteurs, l'inquiétude monte. Comment moissonner 800 hectares si le tracteur n'a plus de carburant ? Que se passe-t-il quand les livraisons d'engrais sont retardées parce que les camions ne peuvent plus faire le plein ? Ce n'est pas juste une affaire d'essence. C'est toute la mécanique agricole qui en dépend. Du semis à la récolte, tout repose sur un flux constant de carburant. Et sans ce flux, c'est l'engrenage qui casse, lentement, silencieusement, pièce par pièce. Et voici ce qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un problème passager. Chevron ne fait pas un détour temporaire. C'est un virage assumé, vers une stratégie verte à long terme au Canada. Il mise sur demain, quitte à délaisser l'aujourd'hui. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie quand l'un des plus anciens piliers de l'énergie américaine commence à investir plus au nord que chez lui ? Combien d'autres retraites silencieuses faudra-t-il avant que des régions entières se retrouvent isolées ? Pour les habitants des zones agricoles américaines, le vrai danger ne fait pas la une des journaux. Il se cache dans ces matins où rien ne démarre, parce que rien n'a été livré. Et une fois que les camions de Chevron ne passent plus, qui viendra alimenter le moteur du pays ? Numéro 6. Intel. Des immeubles de bureaux, autrefois allumés jusqu'au milieu de la nuit, désormais plongés dans le noir. À Chandler, en Arizona, les plateformes d'emploi autrefois saturées d'offres tech sont aujourd'hui vides. Et ce centre de recherche en intelligence artificielle, présenté comme l'avenir de l'innovation américaine, suspendu. Indéfiniment. Début 2025, Intel a commencé à réduire discrètement ses activités en Arizona. Et dans le même temps, l'entreprise a réorienté sa stratégie vers un centre de recherche IA en plein essor, à Toronto. Un site flambant neuf, déjà surnommé la Silicon Valley du Nord, qui attire les meilleurs talents, bénéficie d'un soutien gouvernemental solide et avance à une vitesse impressionnante. Mais la vraie question, c'est pourquoi ? Pourquoi un pilier de la tech américaine tourne-t-il le dos à son territoire d'origine ? Est-ce juste une affaire de coût plus bas ? Ou bien le Canada propose-t-il désormais quelque chose que les États-Unis ne peuvent plus garantir ? Il faut réfléchir un instant. Si Intel, le géant derrière les puces électroniques qui alimentent nos smartphones, nos voitures, nos ordinateurs, pense que l'avenir se trouve de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce que cela dit du système technologique américain ? Et surtout, combien d'ingénieurs n'ont rien vu venir ? Des vétérans, parfois avec 20 ou 30 ans de carrière chez Intel, aujourd'hui contraints à une retraite anticipée, une reconversion ou un déménagement brutal. Des quartiers entiers, construits autour de parcs technologiques, soudain laissés à l'abandon. Pas de communiqué. Pas de clôture officielle. Juste un vide. Et ce n'est pas seulement une histoire d'emploi. Lorsqu'on transfère la recherche et le développement des semi-conducteurs hors du pays, c'est la sécurité nationale qui entre en jeu. Car si les puces de demain sont conçues sous un autre drapeau, combien de temps avant que les brevets, les décisions stratégiques et le pouvoir ne suivent le même chemin ? Ce qu'Intel fait, ce n'est pas juste une réorganisation. C'est un déménagement de l'innovation. Et si les fondations de notre futur numérique se construisent ailleurs, alors peut-être qu'un jour, l'avenir ne nous appartiendra plus. Numéro 5. PepsiCo. Des centres communautaires autrefois animés, remplis de rires et de sachets de chips, aujourd'hui, silencieux. Les repas partagés dans les églises, ces petits moments de chaleur humaine autour d'un encas familier, s'éteignent peu à peu, sans qu'on en comprenne les raisons. Et dans les rayons des supermarchés, ce qui apportait réconfort, les sodas, les snacks, les biscuits semblent avoir disparu, remplacés, ou tout simplement manquants. Mais que se passe-t-il vraiment ? En 2025, PepsiCo a discrètement lancé la construction d'un immense centre de distribution en Ontario. Un virage stratégique passé complètement sous le radar médiatique. Aucune annonce publique. Aucun reportage. Mais les conséquences, elles, sont bien réelles. En restructurant son réseau logistique nord-américain,
PepsiCo a laissé certains États du Sud, comme l'Alabama, le Mississippi ou le Tennessee, faire face à des pénuries discrètes. Pas assez graves pour créer la panique, mais suffisantes pour chambouler les habitudes, annuler des événements et fragiliser des communautés déjà vulnérables. Alors, pourquoi le Canada? Est-ce une simple question de coût? Ou bien l'instabilité croissante des États-Unis a-t-elle poussé ces géants à chercher refuge dans un environnement plus prévisible? Avec ses infrastructures bien huilées, sa stabilité politique et ses incitations vertes à l'export, le Canada offre à PepsiCo un terrain de jeu parfait. Mais pour les petites villes laissées derrière, c'est l'abandon. Parce que PepsiCo, ce n'est pas juste des sodas. C'est des camions qui approvisionnaient les écoles, les banques alimentaires, les activités après les cours. Et quand ces camions changent d'itinéraire, ce sont des pans entiers de la vie locale qui disparaissent. La multinationale parle d'optimisation logistique. Mais pour les gens qui se retrouvent sans leur collation habituelle ou leur soda du vendredi, ce n'est pas de la gestion d'entrepôt. C'est une perte de repères. Et si PepsiCo a pu opérer ce basculement sans que personne ne s'en aperçoive, combien d'autres entreprises suivront la même voie, en silence? Parce qu'une fois que les livraisons cessent, que ce soit dans les magasins, les cantines ou les centres sociaux, ce n'est pas une crise immédiate. C'est un effritement lent, sournois. Ça commence par une livraison oubliée, puis un déjeuner annulé. Et bientôt, une génération entière se demande: avons-nous cessé de compter? Numéro 4, Amazon. Les camionnettes de livraison ont disparu du paysage. Les médicaments arrivent avec plusieurs jours de retard. Et pour la première fois depuis longtemps, certains quartiers entiers doivent attendre une semaine pour du papier toilette. Alors, que s'est-il passé? Comment le géant de la livraison le plus fiable d'Amérique a-t-il pu ralentir du jour au lendemain? En 2025, Amazon a commencé à transférer en douce une partie de ses opérations logistiques de la côte ouest des États-Unis vers Vancouver, au Canada. Pas de communiqué. Pas de grande annonce. Mais si vous habitez à Fresno ou Portland, vous l'avez déjà ressenti. Les colis qui arrivaient en quelques heures mettent maintenant plusieurs jours, quand ils arrivent. Mais pourquoi modifier un réseau aussi performant? Parce que le Canada offre aujourd'hui ce que les États-Unis ne garantissent plus. Des allègements fiscaux, des aides à la transition verte, et surtout une logistique optimisée avec des lignes ferroviaires directes reliant les ports aux centres de distribution. Résultat, des livraisons internationales plus rapides, moins de paperasse, et un coût au kilomètre réduit. Mais voilà le vrai choc, Amazon n'a jamais dit qu'il partait. Il a juste commencé à éteindre les lumières. Et maintenant, que fait-on des personnes âgées isolées qui dépendent des livraisons pour leurs médicaments ou leurs produits essentiels? Et les petits commerces qui comptent sur la régularité d'Amazon Prime pour fonctionner? Une récente étude américaine révèle qu'un simple retard de 7 jours dans la livraison de médicaments peut entraîner un pic de stress dangereux chez les personnes âgées. Autrement dit, quand Amazon ralentit, même un peu, ce n'est pas juste un contretemps. Ça peut devenir une vraie menace pour la santé. Et si Amazon opère ce basculement en silence, combien d'autres géants de la tech tracent la même route sans qu'on le voie venir? Quand une entreprise qui promettait tout, partout, vite commence à ignorer certaines villes, sans prévenir, ce n'est plus une question de logistique. C'est un signal d'alerte. Numéro 3, Wells Fargo. Les appels ne sont plus pris. Les horaires d'ouverture sont réduits. Et les clients les plus fidèles, surtout les seniors, le disent clairement, ce n'est plus la même banque. Dans des États comme le Texas ou l'Ohio, les habitués de Wells Fargo commencent à remarquer les changements. Moins de guichets, des serveurs vocaux de plus en plus complexes, et une impression grandissante que l'aspect humain a disparu. Mais où est-il passé, justement? En 2025, la banque a discrètement commencé à transférer une grande partie de ses infrastructures et de ses opérations numériques à Toronto, au Canada. Pas de discours d'adieu. Pas de fanfare. Mais le virage est bien réel. Et il change la façon dont des millions d'Américains interagissent avec leur propre argent. Pourquoi une institution vieille de 170 ans délocaliserait-elle ses services les plus critiques à l'étranger? Parce que le Canada offre désormais un environnement réglementaire plus stable, des incitations puissantes autour de l'IA et une main-d'œuvre numérique qualifiée à moindre coût. Idéal pour une banque qui veut se moderniser. Mais voilà le problème. Ce nouveau modèle ne laisse plus de place au visage familier. Que devient l'enseignant retraité qui n'arrive plus à parler à un conseiller pour vérifier un versement de pension? Comment expliquer à un agriculteur qu'un algorithme va évaluer sa demande de prêt, lui qui a toujours géré ses affaires en face à face? Et surtout, que se passe-t-il quand la confiance s'effondre? Pendant des décennies, Wells Fargo n'était pas juste une banque. C'était une institution ancrée dans le quotidien des Américains. On connaissait le nom du directeur d'agence. On savait qu'en cas de souci, quelqu'un,
en chair et en os, nous aiderait. Aujourd'hui, ce sont des codes OTP, des voix robotiques, des écrans incompréhensibles. Et l'agent souriant d'autrefois, remplacé par une mise à jour d'application. Wells Fargo affirme s'adapter au futur. Mais pour des millions de clients qui écrivent encore des chèques, qui se déplacent en agence ou qui ont besoin de ce lien humain, le futur ressemble à une porte fermée. Et si cette porte est désormais installée au Canada, qui garde vraiment les clés? Numéro 2. Boeing. Les chaînes de montage se sont tues. Les outils restent posés, inutilisés. Et les ingénieurs qui faisaient autrefois la fierté de l'industrie aéronautique américaine attendent désormais des appels, qui ne viennent plus. À Wichita, au Kansas, ancien bastion de Boeing, les licenciements ont commencé à tomber sans prévenir. Les commandes ont ralenti. Les plannings ont disparu. Et en coulisses, Boeing investissait déjà massivement dans un centre de recherche de pointe à Calgary, au Canada, spécialisé dans les nouveaux matériaux. Pourquoi ce géant de l'aéronautique, emblème de l'ingénierie américaine, investirait-il ailleurs? Parce que le Canada déroule le tapis rouge. Partenariat public, crédit d'impôt, coopération avec les universités technologiques. Tout est mis en place pour accueillir la nouvelle génération d'aviation verte. Boeing a regardé vers l'avenir. Et il a compris qu'il n'était plus au Kansas. Mais que dire aux milliers de travailleurs laissés sur le carreau? Et tous les écosystèmes, ateliers, fournisseurs, écoles techniques qui tournaient autour de l'industrie aéronautique? Ils s'effritent peu à peu. Boeing parle d'engagement durable et de leadership mondial. Mais la réalité, c'est que des familles entières du Missouri, de l'Oklahoma ou du Kansas voient leur avenir s'effondrer. Des écoles financées par les taxes des usines menacées. Des villes entières construites autour de l'activité de Boeing, aujourd'hui en déclin. Et le pire, il n'y a pas eu de fermeture officielle. Pas de discours aux employés. Juste un lent détournement de l'innovation. Alors posez-vous la question, combien de villes sont à une seule décision de disparaître? Si Boeing, symbole de la puissance industrielle américaine, estime que l'avenir se trouve au nord, qu'est-ce que cela dit de la trajectoire économique du pays tout entier? Parce que quand les usines s'arrêtent, quand le ciel devient silencieux, ce ne sont pas que des avions qu'on cesse de fabriquer. C'est une identité qu'on laisse s'éteindre. C'est la foi en l'avenir qui s'effondre. Numéro 1. Ford. Les centres de formation se sont vidés. Les chaînes de production sont à l'arrêt. Et le célèbre logo Ford, jadis fierté du Michigan, semble s'effacer doucement du paysage qu'il a contribué à bâtir. Quelque chose est en train de changer. Profondément. À Dearborn, une école professionnelle qui formait les jeunes aux technologies des véhicules électriques a brusquement fermé ses portes, en plein semestre. Non pas à cause d'un manque de personnel ou de budget, mais parce que Ford s'est tout simplement retiré du programme. Presque au même moment, les lignes prototypes du Michigan ont cessé de tourner. Les plannings ont été réduits. Des départements entiers mis en pause, sans aucune explication. Alors, Ford va où? En Colombie-Britannique, au Canada. Et cette fois, ce n'est pas discret. C'est rapide, assumé, clair. La province injecte des milliards dans l'hydrogène et les véhicules zéro émission, offrant un soutien massif aux constructeurs. Ford a vu l'opportunité et a foncé. Mais là encore, la vraie question est ailleurs. Si le berceau de l'industrie automobile américaine ne parvient plus à retenir Ford, où se construit vraiment l'avenir de la voiture? Ce n'est pas qu'une affaire d'emploi. C'est une affaire d'identité. Le Michigan, c'était le cœur battant du rêve américain. Ton grand-père était sur la chaîne. Ta mère bossait à la logistique. Et toi, tu devais reprendre le flambeau. Mais ce flambeau, Ford l'a passé au nord. Et maintenant, que deviennent les quartiers qui vivaient grâce au salaire des usines? Les petits restos qui servaient les ouvriers chaque midi? Les écoles financées par les taxes locales de l'automobile? Ironie du sort, l'application de véhicules électriques la plus téléchargée dans le Michigan actuellement? Celle qui localise les bornes au Canada. Pas parce que les gens déménagent, mais parce qu'ils anticipent. Ils observent. Ils se demandent, est-ce que ce départ silencieux de Ford est le premier domino? Alors demandez-vous, quand une entreprise qui a incarné la puissance industrielle des États-Unis commence à s'enraciner ailleurs, que reste-t-il aux villes qui l'ont élevé? Car quand Ford s'en va, sans bruit, sans fracas, ce n'est pas juste une usine qui ferme. C'est une promesse qui s'éteint. Voilà. 10 géants américains, tous en train de déplacer leurs activités vers le Canada. Sans bruit, sans faire de vagues, mais en bouleversant des vies, des routines, des communautés entières. Ce n'est pas simplement une stratégie d'entreprise. C'est un signal, un avertissement. Parce que si les entreprises qui ont façonné votre enfance,
votre ville, ou même votre salaire, commence à s'évaporer en silence. Que restera-t-il derrière elle? Ces mouvements ne font pas la une. Mais ils avancent vite. Et si vous ne faites pas attention, tout peut changer. Avant même que vous ne compreniez ce qui s'est passé. Alors si ce message vous parle, ne partez pas. Abonnez-vous. Activez les notifications. Et rejoignez-nous pour décrypter ensemble ces mutations silencieuses. Parce que la prochaine entreprise à disparaître pourrait être celle sur laquelle vous comptez aujourd'hui. Et la prochaine ville à s'effondrer pourrait bien être la vôtre.